Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette 29e édition du Meetup Paris Data Ladies, donc en collaboration avec le collectif Women at Artefact. On est très heureuse de vous accueillir ce soir. Donc, pour quelques personnes qui se sont inscrites en présentiel et pour les autres, donc à distance. Donc, on aura un replay aussi qui sera disponible pour les personnes qui n'auraient pas pu assister directement à l'édition. Donc, pour ma part, je suis Aurore Baer, je suis co-organisatrice du Meetup Paris Data Ladies. Je vais vous donner quelques infos sur le Meetup juste après. Et donc, ce soir, j'ai l'honneur d'être accompagnée de Gabrielle. Donc, je te laisse te présenter. Oui, Gabrielle, je préside l'initiative Women at Artefact, qui co-organise l'édition aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusque dans nos locaux. On est très heureux voilà, d'organiser cette édition-là. Pour la petite anecdote, Aurore et moi, on se connaît depuis l'école. En école, on n'avait pas du tout imaginé qu'on travaillerait plus tard dans la data. On s'était tourné plutôt vers le secteur des cosmétiques, plutôt en marketing. Et voilà. Et du coup, ça fait d'autant plus sens pour moi de parler de ce sujet avec elle. Merci Gabrielle. Donc, vous voyez, ce soir, on a un très beau programme. Bon, généralement, on vous habitue à de beaux programmes. Donc, on va avoir Vania qui va nous parler de sujets autour du NPS, du Net Promoter Score, donc qui nous vient de chez Orange. On va ensuite avoir une présentation d'Elena et Aurélie autour de tout ce qui va être données clients, conversations et d'opérations pour Sodexo. Et enfin, on aura donc Gabrielle et Mathilde côté Artefact qui vont vous présenter un sujet de speech analytics, donc autour de l'IA utilisée au profit de la gestion des call centers et de leur optimisation. Donc voilà pour le programme de ce soir. Je peux juste bouger, voilà. Merci. Ok, c'est bon. Alors, pour les quelques règles, pour les personnes qui seraient à distance, on vous invite donc à vous mettre sur mute, donc à couper le micro et à poser vos questions directement dans le chat. Donc, à chaque fin de speak, on donnera la parole aux personnes qui sont ici présentes pour quelques questions et également aux personnes qui sont à distance, mais via le chat. On va procéder comme ça ce soir. Donc, le Paris Data Ladies, c'est un meet-up qui a une belle histoire. Donc, aujourd'hui, on est une dizaine de co-organisatrices qui venons de différentes entreprises, donc notamment des data scientists, mais aussi des community managers, des consultantes en data, des personnes qui sont commerciales, donc une grande variété. Et l'idée du meet-up, c'est de donner la parole aux femmes qui travaillent dans la data. Et donc, les femmes qui sont souvent moins représentées dans ces milieux-là et qui ont l'occasion, grâce au Meetup, justement, de prendre la parole sur les sujets qu'elles travaillent et sur lesquels elles sont expertes. Donc, quelques chiffres clés. On a ce soir quasiment 3500 membres. Donc, merci de nous suivre. C'est le 29e Meetup. Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on existe. Et donc, pour nous contacter, pour nous trouver, on a la page LinkedIn où on est assez active. On a notre mail également. Et l'idée, c'est de donner la parole aux femmes. Donc, si même vous-même, vous souhaitez un jour aborder un sujet, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on travaille ça ensemble et qu'on vous intègre dans un meet-up qui sera sur une thématique dans laquelle vous pourriez présenter votre projet. Donc, je laisse Gabrielle pour Women at Artefact. Oui. Alors, avant de vous présenter Women at Artefact, je vais vous dire quelques mots sur Artefact. Donc, on est une société de conseil en data et intelligence artificielle. On a aussi une partie agence, donc en marketing digital. Et notre particularité, c'est que on va être certes capable de faire des recommandations stratégiques sur l'utilisation de la donnée, mais on est aussi et surtout capable de les implémenter, puisqu'on va avoir différents types de profils, donc des data scientists, des data analysts ou encore des software engineers. Chez Artefact, on n'est pas épargné par la sous-représentation des femmes dans la data. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Vous devez être au courant, mais aujourd'hui, donc il y a 18% de femmes dans le secteur de la tech. Cette sous-représentation-là, elle est accentuée à deux niveaux. Donc, d'une part, au poste de direction, donc elles sont plus que 5% quand on regarde les postes de direction des entreprises technologiques européennes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que plus les postes sont techniques, moins il va y avoir de femmes. Donc, elles sont aujourd'hui 37% en product development, 32% en data science, mais elles sont plus que 14% en software engineering.
Voilà. Chez Artefact, cette situation-là, elle ne nous convient pas. Donc, la direction s'est fixée l'objectif d'atteindre la parité dans les effectifs d'ici 2026. Et donc, que fait Women Not Artefact dans tout ça? Donc, en fait, nous, on est un collectif composé d'une trentaine de collaborateurs qui s'engagent bénévolement pour encourager la réussite des femmes dans l'entreprise, mais aussi plus largement dans la communauté tech. Donc, il faut comprendre que voilà, nous, on est un collectif indépendant, donc on soutient la direction, mais voilà, on a aussi un périmètre d'action qui va être plus large. Et donc, on a trois objectifs principaux. Le premier, ça va être le développement d'une culture inclusive au sein de l'entreprise. Le second, favoriser l'accès des femmes à des carrières dans la data. Et le dernier, la féminisation du top management d'Artefact. Et donc, nos actions, elles se déclinent en fait sur trois leviers. Le premier, ça va être la sensibilisation. Donc, un exemple, on a une newsletter mensuelle qu'on envoie à l'ensemble des collaborateurs pour les aider à se forger une opinion sur le sujet. On va aussi avoir un axe inspiré. Donc là, c'est typiquement le genre d'événement qu'on peut faire dans ce cadre-là. Donc, on va essayer d'intervenir à l'externe, dans les meet-ups, dans les écoles, pour avoir une vitrine pour les différents profils qui travaillent dans la data. Et le dernier axe, accompagner. Donc là, on propose du coaching au profil féminin d'Artefact. Et on propose aussi du mentorat à des femmes en reconversion dans le numérique qui font partie de la School of Data, donc qui fait aussi partie d'Artefact. Voilà. Et je voulais juste vous dire que pour moi, ce sujet, ça m'importe particulièrement. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait une école de commerce. Aujourd'hui, je suis software engineer chez Artefact. Donc, j'ai vraiment été habituée à être dans un milieu très paritaire pendant mes études. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que voilà, quand j'ai fait mon changement de poste, là, ça fait 2 ans que je suis dans une équipe d'une trentaine de personnes et je suis le seul profil féminin. Donc voilà, d'où mon envie d'agir à titre personnel. Et merci encore, Aurore. Pour cette opportunité-là. Merci Gabrielle. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et on va pouvoir donc commencer avec la première présentation ce soir avec Vania. Et donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci au Meetup Paris Data Ladies et à Artefact de nous accueillir aujourd'hui et de m'avoir proposé de venir vous faire cette présentation. Avant de commencer de parler de NPS, je vais vous dire 2 mots sur moi. Donc, moi, je suis donc Vania. Il faut savoir que moi, pour le coup, j'ai fait l'inverse de Gabrielle. Je suis à la base data scientist. J'ai été data scientist pour de nombreuses entreprises. Alors, j'ai fait des agences comme NetBooster. J'ai fait des petites startups. À l'époque, c'était une startup, Vestiaire Collectif. Et je suis rentrée chez Orange en 2018. Et chez Orange, j'ai eu la chance de pouvoir faire un changement de poste et du coup passer du côté product owner. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter ce sujet en tant que product owner. Voilà, donc c'est hyper intéressant d'avoir cette vision technique quand on est product owner, puisque ça permet en fait d'anticiper pas mal de problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on n'a pas été vraiment les mains dedans. Donc le NPS, qu'est-ce que le NPS? Le NPS, donc, c'est le Net Promoter Score, c'est une différence entre le pourcentage de détracteurs et le pourcentage de promoteurs. Donc, comment on sait si on est un promoteur ou un détracteur? C'est simple, on répond à la question est-ce que vous recommanderiez telle ou telle entreprise? Donc, si vous répondez 9 ou 10, vous êtes promoteur. Si vous répondez entre 0 et 6, vous êtes détracteur. Et donc, 7 et 8, vous êtes neutre. On prend le pourcentage de promoteurs, on enlève le pourcentage de détracteurs et on a un score entre moins 100 et plus 100. Le NPS, c'est quand même assez volatile, vu que c'est un sondage, c'est fait sur un ressenti personnel. Du coup, ça peut dépendre de beaucoup de choses, notre humeur, les événements qui se sont passés. C'est aussi une mesure qui est internationale. Du coup, ça dépend aussi des biais nationaux. Par exemple, en France, on va avoir beaucoup de mal à donner des bonnes notes, contrairement aux États-Unis. Du coup, on voit que nos NPS sont quand même plus faibles. Et on voit qu'on a des entreprises qui ont des NPS très très forts, comme Apple, Starbucks, d'autres entreprises comme Facebook, qui ont moins bonne presse avec un NPS de moins 21. Et du coup, Orange, on est à 9, donc selon cette source-là, qui est Customer Guru. Du coup, il faut savoir qu'on est quand même leader de la satisfaction client. Donc, on peut voir qu'on peut être leader de la satisfaction client dans le marché du télécom, mais n'avoir qu'un NPS de 9. Du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Orange pour améliorer ce NPS? Parce que là est la question. Alors, on va faire
une première chose, c'est qu'on va essayer d'identifier les détracteurs. Donc, on va envoyer un sondage tous les mois à un échantillon de notre base client pour justement savoir quel est notre NPS à ce moment-là et du coup identifier les potentiels détracteurs avec leur cause de détraction. On va aussi avoir des indicateurs de sensibilité qui pour nous sont un peu des événements pour lesquels qui pourraient générer de l'insatisfaction. Et du coup, on va avoir aussi ces indicateurs qui vont tourner tous les mois. Une fois qu'on a identifié nos détracteurs avérés et nos clients sensibles, on va les appeler, une partie seulement, pour pouvoir comprendre pourquoi ils sont insatisfaits et du coup trouver une solution à leurs problèmes. Il faut savoir que c'est un processus long, puisque entre le moment où on a cette expression d'insatisfaction et le moment où on est vraiment appelé, il peut se passer 1 à 2 mois. En plus, l'expression de l'insatisfaction n'est pas forcément le moment qui a généré cette insatisfaction, qui peut être encore plus antérieur. De plus, ce n'est qu'un levier d'appel sortant, donc c'est générateur de peu de volume, et c'est un levier assez coûteux. En plus de ça, on s'est rendu compte que sur nos indicateurs de sensibilité, il n'y avait que 30% des clients qui étaient de vrais détracteurs. Du coup, finalement, on a appelé 70% de ces clients avec indicateur de sensibilité qui finalement étaient notre promoteur, et donc un peu, on les appelait pour leur parler. C'est vers le bas. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a imaginé comme solution pour aller plus loin? Donc, l'équipe a imaginé une solution un peu plus globale. L'idée était non pas d'appeler des gens en réactif, mais plutôt de scorer des détracteurs dans notre base client, de déterminer leur cause de détraction. Donc, je vais appeler ça la root cause. Donc, c'est la root cause de détraction. Et surtout de pouvoir les contacter sur plusieurs leviers, et pas seulement des leviers d'appel, puisque ça nous permettrait de générer plus de volume et de leur apporter des solutions plus régulières, en tout cas plus rapides. Ah, toujours pas le bain, ça ne sera pas. Donc voilà, maintenant qu'on a eu cette ambition business, comment on fait pour la décliner en solution data? Donc nous, on est dans une méthodologie agile. Le principe de l'agilité, c'est de ne pas livrer un produit fini, parfait, à la fin de X temps, mais plutôt de livrer régulièrement des produits finis, non parfaits, mais qui, du coup, après discussion avec les clients, vont être améliorés et du coup nous permettent d'avancer avec une plus juste vision du besoin final. Donc pour ça, on a livré plusieurs modèles de machine learning, de IA. Donc le premier modèle qu'on a livré, c'est un modèle de prédiction des clients détracteurs. Donc un premier modèle de prédiction de clients détracteurs AT plus 0, justement pour pouvoir déterminer ces détracteurs et pouvoir commencer à faire des campagnes d'appel sur des vrais détracteurs scorés. Ensuite, on a livré un modèle de clients détracteurs à T plus 21. Donc on a testé plusieurs temporalités, mais T plus 21 était la plus intéressante, la plus optimisée. Ensuite, on a livré un modèle de root cause, un premier modèle de root cause dont je parlerai un peu plus tard. Et enfin, on a livré un modèle de promoteur à T plus 0. Du coup, en fait, quand on fait une jointure entre le modèle de promoteur à T plus 0 et le modèle de détracteur à T plus 21, on a nos promoteurs en passe de devenir détracteurs. Et du coup, là, on est vraiment au plus proche de la cause de détraction. Donc, l'ambition finale, c'est aussi de livrer un modèle de recommandation d'action pour justement savoir sur quel levier contacter ces détracteurs. Mais ça, du coup, ça sera pour le futur. Donc, voilà, moi, je viens en tant que product owner, donc je ne vais pas vous faire une présentation technique de data science, mais juste 2 mots sur ce qu'on utilise. Aujourd'hui, on est sur une plateforme qui s'appelle Dataiku, qui nous permet de faire nos modèles plutôt facilement. On va utiliser beaucoup de données de clients. Donc, on va avoir des données relationnelles, données clients. On va avoir aussi des données de sonde, des données de sondage, des données de score utilisées chez nous. Donc, ça fait une pluralité de données différentes. On a aussi, on travaille sur toutes nos livebox. Donc, en fait, ça fait des différentes données par rapport à la maturité de la livebox, en tout cas au fait qu'elle soit récente ou non. Et du coup, à partir de là, on va faire un modèle de machine learning. Donc, pour l'instant, on est sur des random forest, donc assez classiques, qui marchent très bien. Et après, on va diffuser donc, ce modèle par différents moyens. Donc aujourd'hui, on le diffuse encore de manière manuelle, mais on travaille là-dessus, j'en dirai 2 mots plus tard, pour pouvoir monter sur notre plateforme de cloud, qui est Google Cloud Platform, et qui va nous permettre vraiment de passer à l'échelle et de pouvoir être interconnecté avec toutes les applications. Donc voilà, je vous disais que je parlerai un peu plus tard du modèle de root cause. Donc le modèle de root cause, c'est quelque chose qui est
très difficile. Autant un modèle de promoteur, on va avoir ces détracteurs avérés dans notre sondage qu'on envoie et sur lesquels on peut vraiment fitter un modèle, apprendre dessus pour pouvoir le propager sur notre base. Par contre, sur la route cause, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on n'a pas assez de données labellisées. Donc, c'est compliqué d'avoir un modèle avec des routes causes micro-activables, donc vraiment des routes causes détaillées pour lesquelles on peut donner une solution et une action facilement. Et du coup, pour l'instant, on a un modèle qui est un modèle de route cause macro, donc plus global, sur 3 streams particuliers, l'offre, la relation client et le réseau broadband. Et du coup, ça ne permet pas d'avancer sur des leviers qui sont autonomes, comme par exemple les mails ou alors les parcours digitaux. C'est pour ça qu'on a fait un petit rétropédalage sur l'IA à ce niveau-là. On va repasser sur des règles métiers, sur des choses, donc des indicateurs d'insatisfaction client qu'on va matcher du coup avec nos détracteurs scorés, et ce qui va nous permettre de lancer justement des campagnes plus en autonomie envers le client, et du coup de récupérer de la donnée pour mieux apprendre notre modèle. Donc voilà, donc aujourd'hui, si on parle un peu plus de ces canaux, aujourd'hui on va faire surtout de l'appel sortant. On est en train de monter sur d'autres canaux justement avec ces nouvelles routes causes métiers entre guillemets. On va pouvoir déployer plusieurs canaux. Donc la cellule proactive, toujours très important chez nous. Le service client. Donc les services clients, c'est quand la personne vous appelle et du coup on peut aussi lui parler d'autres sujets. Le digital, bien sûr, la boutique et le CRM plus classique. Donc ça implique du coup de pouvoir diffuser notre modèle de manière quasi hebdomadaire, en tout cas très interconnecté et facilement. Manuellement, ce n'est pas possible. Du coup, il y a aussi un vrai enjeu à passer sur de l'industrialisation et à pouvoir non seulement avoir un super modèle d'IA, mais en plus pouvoir l'interconnecter de manière automatique et monitorée avec d'autres applications et du coup modifier aussi les processus de communication avec le client vraiment au sein de l'entreprise. Donc il y a un vrai enjeu de transformation à ce niveau-là. Et du coup, juste pour faire un petit lien avec l'IA et du coup ces leviers, en fait, on ne peut pas activer tous les leviers de manière similaire. En fait, on va avoir des leviers qui vont être très coûteux. Typiquement, la cellule proactive, ça va être coûteux. La boutique, ça peut être coûteux aussi parce qu'il y a une conversation avec un vendeur. Pareil pour le service client. Là, on a besoin d'une très forte précision. On a besoin d'avoir, que les personnes qu'on appelle, ça soit vraiment des personnes qui sont détracteurs. Pas comme du coup les indicateurs précédents, on n'avait que 30% de détracteurs. Là, il faut vraiment être sûr. Et du coup, c'est pas grave si on n'a pas beaucoup de volume, vu que c'est des leviers qui ne contactent que peu de volume finalement. Ce qui est important, c'est vraiment la précision. À l'inverse, on va avoir des leviers comme le digital ou le marketing direct, pour lesquels finalement, on va diffuser des messages qui ne sont coûteux que dans le message lui-même, pas vraiment dans la solution. Par exemple, ça va être des reboots de box ou des mises à jour. Donc ça, finalement, c'est des actions clients qui ne nous coûtent rien. Et du coup, c'est pas si grave d'avoir moins de précision. Ce qui est important, c'est d'avoir du volume et du coup avoir un très fort recall. Du coup, à partir d'un même modèle, on peut prendre vraiment les top scorés et les activer par cellule proactive et les plus faibles scorés, entre guillemets, et les activer par le digital ou par le CRM direct avec des solutions adaptées, bien sûr. Et du coup, si on parle un petit peu de nos next steps, donc aujourd'hui, on est sur un modèle qui est uniquement en broadband, donc uniquement Internet et téléphone fixe, du coup. Donc nous, en ce moment, on est en train de travailler à construire un modèle mobile, donc ce qui va nous permettre du coup d'avoir une vision globale du client, les clients broadband, les clients mobiles, et voir comment s'interconnectent les clients mobiles et Internet, puisqu'on en a beaucoup. On va travailler sur les routes causes, donc pour avoir une meilleure performance des prédictions et du coup pouvoir alimenter un nouveau modèle qui va nous permettre de les détecter de manière proactive aussi. Et enfin, l'industrialisation et l'interconnexion, je vous en ai parlé. Donc c'est très important pour justement pouvoir passer à l'échelle et diffuser le modèle correctement. Et du coup, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, j'ai été rapide sur certains points, mais du coup, pour ouvrir plus à la discussion. Merci beaucoup, Vania. Est-ce qu'on aurait des premières questions dans le public? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question sur, du coup, pour bien comprendre le modèle de route cause. En fait, vous avez déterminé 3 grandes routes causes macro, c'est ça? Alors, c'est un modèle on s'est basé sur des verbatim des clients qu'on avait labellisés dans d'autres projets.
Du coup, à partir de là, on a essayé de faire un modèle de root cause micro sur, on avait une vingtaine, trentaine de verbatims qui ressortaient, de thèmes. Sauf que sur chaque thème, on n'avait pas assez de précision et pas assez de volume. Du coup, on a essayé de les regrouper pour justement avoir des root causes plus macro. Et du coup, on a mis 2 modèles en parallèle. Un modèle qui est vraiment sur des root causes macro après regroupement et un modèle qui regroupait les modèles sur les root causes micro pour pouvoir les comparer. Et donc, après regroupement, ça fait combien de causes à peu près? Enfin, juste pour Alors, du coup, ça fait 3 root causes majeures. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, pour lesquelles on a suffisamment de précision et de volume pour avoir de la significativité. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre question? Alors, je prends une question. Oui. Merci pour la présentation aussi. Quand on a identifié une personne dont on sait qu'elle est détracteur ou futur détracteur, est-ce qu'on est en mesure d'estimer le gain de la recontacter et pour essayer de comprendre son problème? C'est-à-dire que si on est capable de, enfin, est-ce on peut quantifier le fait de la faire passer en promoteur, par exemple? Non, mais savoir, ouais, voilà, quel est le pourcentage ou en euros combien ça fait? Enfin, quel est l'intérêt en fait chiffré? Est-ce qu'on le sait? Alors, oui, on peut. Mais après, nous, on ne le regarde pas comme ça. Nous, on le regarde vraiment sur un objectif d'NPS au global. Donc, on ne va pas étudier ça à ce niveau-là de micro. Par contre, oui, on a l'information et après, on la calcule. Mais ce n'est pas ça qui va nous servir à monitorer. Là, vraiment, l'idée, c'est de faire switcher les gens de détracteurs à promoteurs et de voir le gain que ça fait au NPS global d'Orange. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, on a une question à distance. Donc, comment avez-vous labellisé les données d'apprentissage? Sur les root causes, j'imagine? Je pense. Alors, ça, on a d'autres sujets chez Orange qui s'occupent de ça, de cette labellisation. Du coup, on a profité du travail de nos collègues sur le sujet. Est-ce que tu aurais quelques informations sur comment ça avait été labellisé? En NLP, sur le modèle d'NLP. Alors ça, c'est pas mon sujet, donc j'irai pas sur ce terrain-là. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions aussi à distance? Une dernière question dans le public? Bon, merci beaucoup, Oui. Vania. En tout cas, tout le monde sera disponible après au cocktail pour que vous puissiez aussi poser vos questions si vous en avez. Donc, voilà, n'hésitez pas. Encore merci, Vania, pour ta présentation. C'était très clair. Merci. Et donc, on va maintenant passer la parole à Aurélie et Elena qui vont nous présenter un outil qu'elles ont mis en place chez Sodexo pour faciliter les conversations donc, entre les équipes et les clients ou prospects. Du coup, on partage un micro pour 2, c'est ça? Non, non, ça va être compliqué. Merci beaucoup déjà de nous inviter aujourd'hui. Très ravie d'être ici parmi vous. On va peut-être commencer par la présentation de nous-mêmes. Moi, je suis Elena, je suis product owner chez Sodexo et jusqu'à ce soir, je pensais que j'ai un profil atypique, voire unique. Mais non, je viens de rencontrer Vania et comprendre que je ne suis pas toute seule qui fait le passage de data scientist vers product owner. Vas-y. Et donc, du coup, bonjour à tous. Ravie d'être ici aussi. Moi, je suis Aurélie Ruyère et j'ai aussi un profil atypique parce que j'ai fait une thèse en astrophysique avant de me reconvertir vers la data science. Voilà, depuis maintenant à peu près 5 ans. Et peut-être ça vaut le coup aussi de vous présenter Sodexo parce que c'est pas tout le monde connaît Sodexo. Peut-être vous le connaissez parce que vous êtes déjà allé dans un restaurant à l'école ou à l'hôpital ou peut-être dans votre lieu de travail. Mais Sodexo, c'est un groupe très grand, c'est un groupe français et on a une gamme de services et des produits qui est beaucoup plus large que connu par le monde. Typiquement, on a un restaurant 3 étoiles Michelin, le Prix Catelin, qui vous pouvez aller, je vous recommande d'y aller, qui se trouve à Boulogne-Billancourt.
Nous aussi, on fait les restaurants de la Tour Eiffel, les 2 restaurants, le Jules Verne et 58. Food-Chéri, le nôtre, les passes restaurants Sodexo. Donc, c'est juste quelques exemples de nos services en France. Je cite même pas Paris-Dakar, les Jeux Olympiques 24 à Paris, où on va assurer la restauration de nos athlètes. Et c'est qu'en France. Donc, je n'ai pas cité les 56 pays du monde où on est présent. Et tous les jours, 412 000 employés de Sodexo servent presque 100 millions de personnes. Je vous laisse imaginer l'ampleur de ce groupe. Ensuite, voilà, on a le contexte. Quelles sont les problématiques de gens chez Sodexo? D'habitude, c'est des gens opérationnels, typiquement un chef ou un manager de site qui va gérer plusieurs thématiques tous les jours dans un restaurant, mais on peut peut-être le résumer assez simple. Comment je peux m'assurer que les consommateurs qui viennent sur mon site sont contents, qui mangent bien, et aussi comment je assure que la performance financière et opérationnelle de mon site reste bon. Bien sûr, on peut inviter beaucoup de gens pour servir les consommateurs, mais dans ce cas-là, la performance ne va pas être très, très bonne. Donc, comment je trouve cet équilibre? Et en fait, ce qu'on peut dire, ça se résume en 2 questions. Est-ce que mes consommateurs sont contents aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Quelles sont les root causes de la satisfaction? Et combien de personnes vont venir sur mon site manger demain ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour que je puisse préparer le stock, les produits, planifier le menu, avoir exactement le nombre de repas à préparer et aussi planifier le staffing, donc les gens qui vont venir travailler sur site. Et pour répondre à cette problématique, nous avons utilisé les données des transactions. Pour quelques sites en question, on a une centaine de sites plus ou moins dans le périmètre de notre étude. Et notre projet s'appelle Foresight. Comment on peut prévoir la performance de nos sites demain? Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? C'est les données de transactions. On va savoir, on va connaître l'ID de la personne. Donc, on ne va pas avoir le nom, le prénom, mais un chiffre. Et on va pouvoir lier plusieurs transactions de la même personne ensemble pour vraiment suivre la performance tout au long des transactions de la même personne. Ensuite, on a le contenu de panier, qu'est-ce qui est acheté, les items, le prix payé avec les promotions, etc. Et la partie peut-être la plus importante, c'est la satisfaction. À la fois la note de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles, et aussi un commentaire. Bien sûr, l'application à chaque fois, après chaque repas, va poser la question au consommateur s'il était content ou pas, et sinon, ou si oui, pourquoi. Et avec ce type de données, ce qu'on propose à nos utilisateurs aujourd'hui, c'est un outil interactif qui va permettre de savoir cette information, typiquement, quelles sont les raisons pour satisfaction, quel est le taux de satisfaction aujourd'hui, mais aussi combien de personnes vont venir sur le site cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et sur ça, je laisse la parole à Aurélie. Merci. Donc du coup, ce qu'on développe, c'est en fait une appli à destination des utilisateurs. Donc les utilisateurs, pour rappel, c'est les managers de sites qui veulent savoir ce qui se passe sur dans leur restaurant. Et on leur propose 2 pages, une page avec la satisfaction client et une page avec la prédiction de la fréquentation pour les semaines à venir. Et pour la page de satisfaction client, on va, avec des techniques de NLP, analyser les clients qui sont laissés par les commentaires qui sont laissés par les consommateurs sur les transactions avec le mécanisme qu'a décrit Elena. Et sur la partie forecast, on a développé chez Sodexo un outil de forecasting de time series qu'on peut appliquer à plusieurs, qui est en l'occurrence appliqué à plusieurs cas d'usage et qui va nous servir ici pour faire la prédiction de la fréquentation sur les sites.
Donc, je vais commencer d'abord rapidement par vous présenter la partie NLP, puis ensuite je partirai sur la partie forecast. Donc, ce qu'on fait avec les commentaires, on fait deux choses. On fait une analyse de sentiments pour les classer en positif, négatif, pour savoir la tendance générale sur un site. Et on va aussi faire de l'extraction de topics pour avoir un niveau de détail un peu plus précis et pour informer le site manager, le responsable du site, sur quelles sont les thématiques à améliorer ou pas. On a des commentaires, des catégories à la fois avec un feeling un peu positif du type bonne qualité, bonne qualité, oui, voilà, bon service, et des commentaires plutôt négatifs. Et en fonction de ce qui apparaît sur la page comme étant les topics prioritaires dans le site manager va pouvoir savoir sur quel axe s'améliorer. Pour la partie de forecasting de time series, on a, comme je vous disais, développé un asset chez Sodexo qui nous permet de faire de la prédiction de time series sur différents use cases. Et pour ça, on a créé un outil qu'on a vraiment pensé comme une boîte à outils pour analyser des time series, que ce soit pour faire de l'analyse avec juste la préparation de données, de l'exploration sur des features, des choses comme ça, ou vraiment les workflows classiques de machine learning avec l'entraînement d'un modèle, la prédiction à partir d'un modèle qu'on a déjà entraîné, ou voir le workflow enchaîné d'entraînement puis de prédiction à la suite. Et ce qui est différent dans cet outil qu'on a développé, c'est qu'on peut aussi inclure des informations métiers dans les traitements statistiques qu'on fait. Donc, typiquement, je vais prendre juste un exemple. Sur la partie détection d'outliers, si on prend une méthode statistique classique par exemple, on prend la moyenne et la déviation standard, pour détecter les outliers, on risque, dans un cas, par exemple, où on a des politiques de télétravail qui sont mises en place le vendredi, de détecter tous les vendredis comme des outliers. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on a mis en place un mécanisme qui permet en fait d'injecter un petit peu d'informations métiers dans cette partie-là. Donc ça, c'est juste un exemple. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de simplifier la vie des data scientists sur le projet. Et donc, toute la partie, toute la paramétrisation des différentes étapes se fait à un seul et même endroit dans un fichier de config qui va nous permettre de changer directement un paramètre sur, par exemple, la détection d'outlier et d'avoir l'impact direct sur la performance du modèle, sans avoir besoin de repasser par différents bouts de code, étapes, tout ça pour réussir à faire ces analyses généralement intéressantes de performance. On l'a aussi conçu comme quelque chose qui peut être utilisé dans une grande variété de situations. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas seulement un seul site, une seule time series à analyser dans notre use case. On en a plusieurs avec des cas d'usage différents. Donc, on peut, par exemple, là, dans le cas de Foresight, on a plusieurs géographies et plusieurs géographies, parce que Elena vous a montré la carte du monde tout à l'heure, il y avait des sites aux États-Unis et des sites en Europe. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on considère toutes les time series comme indépendantes, donc on entraîne un modèle par site. Dans le futur, on peut imaginer, grâce à cet outil aussi, de faire des groupes de time series pour différencier les comportements des pays les uns par rapport aux autres et d'utiliser les caractéristiques des sites pour apprendre mieux les tendances sur les différents sites. On peut customiser un certain nombre de choses. Donc, on peut customiser les paramètres des modèles à appliquer à chacune des time series et bientôt les paramètres de data préparation. On a aussi... il marche plus, ok. On a aussi mis dans le code un mécanisme qui nous permet d'injecter différentes règles métiers à différents endroits. Donc là, je vous expliquais pour les outliers, mais on le fait aussi, par exemple, pour les jours de fermeture. On a des sites qui vont être fermés le week-end, d'autres pas. Donc, on sait que pour les sites qui sont fermés le week-end, ça ne sert à rien de s'escrimer à prédire les week-ends. On met 0 et puis ça suffit. Voilà, par exemple.
Et donc, bien sûr, cet outil, il est intégralement testé, documenté, et c'est aussi quelque chose qui est industrialisable quasiment tout de suite, puisqu'il est pensé comme un code pour aller en prod directement. Donc, il a la double casquette de pouvoir aider les data scientists à faire des explorations et à la fois d'être mis en prod rapidement. Si on revient sur Foresight, sur le cas d'usage, la première application qu'on a fait de l'asset, de cet outil de prédiction de time series, c'est donc la suivante. On a récupéré dans les données de transactions qui sont on a juste calculé le nombre de transactions qu'on avait par jour, par site. On a récupéré des données calendaires. On a dérivé quelques features qu'on appelle time series, qui sont des lags, des moyennes mobiles, etc. On a un modèle encore très simple pour l'instant qui est le Random Forest qu'on va continuer à améliorer. Et pourquoi on n'est pas allé plus loin? Parce que finalement, c'était pas si mal que ça en termes de performance et que, au vu des utilisateurs métiers, c'était largement suffisant pour un premier jet. Voilà, je vais conclure maintenant. On vous a donné un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire en data science chez Sodexo. Et pour information, on recrute. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on va prendre les questions dans l'assistance. Pas de questions? Ah, oui. Par rapport au modèle de NLP, est-ce que vous avez réfléchi à le faire, à l'externaliser en fait? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont spécialisées là-dedans. Et donc, est-ce que vous avez pensé externaliser cette partie-là? Alors, l'externaliser, c'est-à-dire? Ce qu'on appelle une autre entreprise pour le faire plutôt que le faire chez vous. Alors, on ne fait pas chez nous. On utilise la librairie Transformer. Donc, on utilise des modèles préentraînés on rajoute juste notre couche. Notre couche chez nous. Après, on a une difficulté chez Sodexo, c'est qu'on a une taxonomie très particulière sur tout ce qui est nourriture, vocabulaire de nourriture, etc. Et donc, qui de temps en temps, sur certains mots, peut être difficile à accrocher avec des modèles entraînés juste sur la langue anglaise sans cette thématique nourriture. Merci. Merci. Alors, on a plusieurs questions en ligne. Alors, la première, comment utilisez-vous le calendrier dans les prédictions? Alors, ça nous permet simplement de flaguer les différents jours de la semaine, donc notamment pour avoir cette information du vendredi et du télétravail, qui est très souvent le vendredi, hein, c'est l'hypothèse qu'on fait pour l'instant. On utilise le mois, puisque c'est au niveau, on a remarqué une très forte saisonnalité à l'année. Donc, on a besoin de cette information-là. On flague aussi les jours fériés qui nous permettent de déterminer, en France notamment, les ponts et donc les longs week-ends. Certains sites vont fermer, par exemple, le vendredi de l'Ascension. D'autres ne ferment pas et on a une fréquentation qui dégringole parce qu'en fait, tout le monde fait le pont. Donc, il faut qu'on puisse avoir une prédiction qui prenne en compte ce cas de figure-là. Voilà, par exemple. Merci. Alors, j'ai une autre question aussi en ligne. Combien de modèles time series au total et comment vous mettez tous ces modèles à l'échelle? Alors, on a 3, 4, 5 modèles. Un qui est vraiment un modèle baseline qui nous sert de comparaison où on prend simplement la même valeur que l'année dernière. Autant vous dire que dans le contexte actuel, ça ne marche pas du tout. Et comment on met à l'échelle? Eh ben, comme je vous disais, l'asset qu'on a développé nous permet d'avoir cette scalabilité, de faire un modèle différent par time series et de suivre tous les modèles. On est en ce moment en train de développer les outils pour monitorer tout ça. On a une plateforme, on travaille sur le cloud, on est sur Azure. On utilise les outils de Azure Machine Learning Service pour enregistrer et versionner les modèles. Voilà. Très clair. Pas de questions dans l'assistance? Ah, Alexis. Vous avez fait une suite de produits intégrés qui vous aident à mettre en production du ML, etc. C'est quoi les challenges en interne pour créer ce genre de produits?
Et est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à être potentiellement open sourcé ou est-ce que c'est déjà peut-être? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, les gros challenges, c'est que on a plusieurs use cases avec des problématiques similaires, mais très différentes. Donc, déjà, la première version qu'on a faite ne faisait que des time series avec une prédiction par jour. Puis après, tu arrives à un use case, on voulait faire une prédiction à l'heure. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient hard-codées, qui étaient dépendantes du fait qu'on était sur des jours. Et il a fallu revoir pour avoir une fréquence à définir comme paramètre, en fait, finalement. On a donc ces différentes situations dont je vais vous expliquer où on voudrait soit avoir un modèle par time series parce qu'on sait qu'elles sont toutes indépendantes, ou alors on veut faire des groupes de time series pour les fitter toutes ensemble pour bénéficier des données, de mettre les données ensemble parce qu'on sait que c'est des sites qui fonctionnent un peu ensemble. Ça, c'est pareil, c'est deux choses qui étaient faites dans deux use cases différents et qu'il a fallu merger. Le fait de savoir à quel endroit dans le code sont les injections use case dépendants, typiquement ces histoires de jours fermés, qui ne sont pas les mêmes en France et aux US, ou qui ne sont pas les mêmes, voire même d'un site sur l'autre, des sites qui sont ouverts le samedi, dimanche et pas d'autres. Ou ne serait-ce que... Oui, voilà, donc les différents cas d'usage de comment on veut faire pour de fitter des time series, comment on met la connaissance métier dans un produit qui est censé être générique et pour s'appliquer partout. Et ensuite, oui, enfin, je pense que c'est les deux vraiment gros principaux qui nous ont demandé le plus de temps de cerveau, entre autres. Alors, apparemment, il y a une question de l'autre côté du public. Ah. Merci. J'ai juste une petite question sur votre slide où il y avait toutes les étapes. Là, il y avait Missing Values. Oui. Il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez juste donner un exemple de ce que vous faites pour les différentes stratégies de Missing Values. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est que donc on a besoin d'avoir une time series sans trou, sans valeur manquante, pour pouvoir créer les lags, pour pouvoir créer les moyennes mobiles, etc., toutes ces choses-là. Et pour ça, on remplace les valeurs manquantes par le niveau de référence qu'on a déterminé pour les outliers. Donc, en fait, dans notre détection d'outliers, on va calculer un niveau de référence. Donc, classiquement, c'est la moyenne. Bon, là, on a notre méthode à nous pour le faire qui nous permet d'avoir quelque chose de plus pertinent. Et c'est cette valeur-là qu'on utilise pour imputer les valeurs manquantes. Et peut-être une dernière question cette fois-ci en ligne, toujours sur le modèle NLP, côté données, comment avez-vous annoté les données? Alors, ouais, j'ai juste, par exemple, quel volume pour combien de classes dans la taxonomie? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en fait, on a fait appel à Easate, qui est une boîte qui fait de l'annotation de données dans laquelle Sodexo a investi récemment et qui nous a gentiment annoté à peu près 1000 commentaires. Voilà, pour nous faire une base d'apprentissage et pour pouvoir évaluer la performance des modèles derrière. Très clair. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. Donc, merci beaucoup. Et on va passer donc à la dernière présentation. Donc, j'invite Mathilde et Gabriel à monter sur cette scène pour donc le dernier sujet de la soirée, donc autour d'un projet pour l'optimisation de la gestion d'appels dans un call center. Alors, je me suis trompée de sens. Ça commence mal. Voilà. Ok, donc là, je vais vous parler sous une autre casquette, donc qui est ma casquette de software engineer chez Artefact. Et avec Mathilde, on va vous présenter donc effectivement Speech Analytics, qui est un produit d'IA que nous avons développé pour améliorer la satisfaction dans les call centers. Donc moi, je me suis déjà présentée en long et en large, mais je vais laisser Mathilde dire quelques mots. Bonsoir. Donc, oui, donc Mathilde Bleu, je suis senior data scientist chez Artefact depuis 3 ans.
Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet qu'on va vous présenter. Ok, alors en termes d'agenda, on va commencer par vous présenter le contexte du projet. Ensuite, Mathilde vous détaillera l'approche data science qu'on a mise en œuvre pour définir les modèles qui sont utilisés par notre application. Et enfin, on parlera industrialisation et je vous expliquerai comment on a réduit le temps de déploiement de la solution de 2 mois à 3 semaines. Donc déjà en termes de contexte, donc notre client, c'est une ESN, donc il faut comprendre entreprise de services numériques, qui propose à ses propres clients, donc là encore des entreprises, un service d'assistance helpdesk. Donc si vous avez déjà travaillé pour une grosse entreprise comme Orange par exemple, vous savez forcément ce qu'est un helpdesk. Donc imaginons alors, que Orange soit client de l'ESN en question, eh bien, si vous avez un problème IT en tant qu'employé, vous pouvez appeler le helpdesk qui va vous aider dans la résolution de votre problème. Donc voilà, donc un helpdesk, c'est une équipe d'agents en fait qui va solutionner vos problèmes IT. Et donc, avec cette ESN, on a entrepris un projet de transformation par l'IA. Donc, il y avait 3 grands enjeux majeurs. Donc, le premier, c'était aider les managers d'équipe à optimiser les process de gestion des tickets, donc dans l'optique de pouvoir réduire les coûts. Le second, réduire le volume de tickets, donc pour pouvoir augmenter la satisfaction et la fidélisation des clients existants. Et le dernier, réduire la durée moyenne de traitement d'un ticket, là, pour pouvoir partir à la conquête de nouveaux clients. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé 2 solutions, donc Speech Analytics et AI Coach. Donc, en entrée, nous, on avait des enregistrements audio des appels. On avait aussi des métadonnées associées aux appels, donc par exemple leur durée, donc combien de fois l'appel avait été transféré, combien de fois la personne avait essayé d'appeler le helpdesk avant de tomber sur quelqu'un. Et on a fait entrer tout ça dans un moulinette de l'IA et on a eu deux solutions en sortie. Speech Analytics, donc qui est un tableau de bord qui permet de piloter la satisfaction client, et AI Coach qui est là en fait un agent augmenté qui va faire des suggestions de réponses à l'agent en temps réel pendant l'appel. Ce soir, on va se concentrer sur Speech Analytics. Donc, Speech Analytics, c'est un tableau de bord qui est mis à jour de façon quotidienne et qui est à destination des managers d'équipe. Et dans ce tableau de bord, donc, ils vont pouvoir voir donc, quels sont les volumes d'appels sur chacun des motifs de contact. Et pour chaque motif de contact, mesurer le niveau de satisfaction des clients et également identifier quelles sont les causes qui peuvent expliquer cette satisfaction ou cette insatisfaction. L'idée derrière ça, c'est qu'ensuite, les managers d'équipe, ils aient des informations actionnables pour pouvoir optimiser les processus dans leurs équipes. Et je vais laisser la parole à Mathilde qui va nous présenter l'approche Data Science. Ouais, merci. Effectivement, donc je vais vous présenter l'approche Data Science et les choix de modélisation du coup qu'on a fait pour construire cette solution. Donc, avant de rentrer dans le détail des modèles, je vais juste vous présenter globalement la solution et comment en fait la solution Speech Analytics s'intègre dans les échanges habituels donc au sein du helpdesk. Donc, une situation classique, c'est que donc un appelant donc va avoir une problématique IT, comme l'a dit Gabriel, il donc va appeler le helpdesk. Donc là, en l'occurrence, par exemple, va dire qu'il a je vous appelle au sujet d'une panne de ma messagerie Outlook. L'agent au helpdesk va aider à résoudre ce problème et ensuite, donc le problème sera résolu. Et nous, on intervient donc après ça, puisqu'on va récupérer en fait l'enregistrement audio de cet appel et on va avoir des modèles qui vont permettre de détecter en fait le topic de l'appel, donc c'est-à-dire la catégorie, un peu le motif général de l'appel, le sous-topic donc qui va être une information encore plus précise sur le motif de l'appel. Donc là, typiquement, pour le topic, on serait sur un dysfonctionnement et un sous-topic au niveau du logiciel Outlook. Et ensuite, on va essayer de détecter aussi le sentiment de l'appelant et d'autres informations. Du coup, pour arriver à obtenir toutes ces informations, on a dû développer plusieurs briques de data science. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on récupère en fait les fichiers audio et ensuite on va avoir donc plusieurs briques ML qui vont agir en fait pour extraire, qu'on va utiliser pour extraire donc ces informations. Donc on a tout d'abord un speech to text qui va permettre en fait de traduire les fichiers audio en texte écrit qu'on va pouvoir ensuite utiliser.
d'abord dans une première brique de classification des appels, donc par topic et sous-topic. On a aussi une brique en fait qui va analyser la satisfaction pour chacun des appels. Et ensuite, on va aussi avoir une brique d'analyse des motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Et ensuite, donc, toutes ces briques seront renvoyées vers la web app. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup de briques à développer. Donc, il y en a certaines qu'on a choisi de faire en interne, donc, comme par exemple la classification des appels et aussi l'analyse des motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Mais il y a certaines pour lesquelles on a fait appel à des services déjà existants, donc des services Azure. Donc, si on commence donc avec la partie sur la classification des appels par topic et sous-topic, on a une première pipeline d'entraînement qui a été développée pour la partie topic, où on va en fait donc récupérer les appels, les transcrire en texte. Ensuite, ils vont être labellisés. Donc ça, on reviendra plus en détail dessus après. Donc labellisés avec un topic, en l'occurrence le topic dysfonctionnement. Et ensuite, les transcripts vont être vectorisés et on va entraîner un modèle en fait sur les appels vectorisés. Au niveau des choix de modélisation donc, qu'on a fait, il y en a un premier, c'est au niveau de la manière dont en fait, on va transcrire le texte en matrice de chiffres. Donc ça, on a choisi de faire une vectorisation via un TF-IDF. Donc le TF-IDF, c'est la définition, c'est Term Frequency Inverse Document Frequency. Globalement, ça sert en fait à pondérer les mots au sein d'un appel et en fait, on va mettre un poids plus important pour les mots qui sont très spécifiques à un appel et un poids peu important pour les mots qui se retrouvent en fait dans la plupart des appels. Donc, par exemple, si quelqu'un appelle pour parler d'une panne Outlook, peut-être que le mot Outlook, comme il est peu présent dans les appels, il aura un poids assez important, alors que le mot appel, par exemple, qui est présent dans tous les appels, si quelqu'un dit « je vous appelle » à chaque fois, ça aura un poids très faible. Donc, c'est une manière très simple de vectoriser les appels, de vectoriser les textes. Nous, on a choisi de partir sur ça parce que ça correspondait bien en fait à notre thématique du fait qu'on a souvent un vocabulaire très spécifique qui est utilisé par les appelants. Et donc, en fait, on a quelques mots-clés qu'il faut repérer dans les appels et là, comme ça, on peut bien les remonter. Donc ça a été le premier choix qui a été fait au niveau modélisation. Ensuite, aussi, dans notre code, Gabriel en reparlera après, mais on s'est assuré d'avoir un code qui soit en fait très paramétrable pour qu'en fait, juste en définissant quelques fichiers de configuration, on puisse tout de suite lancer une nouvelle pipeline d'entraînement et en fait avoir un cycle itératif qui soit assez rapide et pouvoir comme ça itérer très rapidement, améliorer nos modèles, pouvoir les comparer aussi très rapidement et du coup, dans l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats, de bonnes performances assez rapidement. Et enfin, le dernier point qui était important sur cette pipeline, c'est qu'on a fait en fait de l'active learning. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on allait entraîner un modèle sur une sélection des appels reçus la veille au helpdesk. Et ensuite, on allait, grâce à ce modèle, appliquer ce modèle sur des appels qui n'avaient pas encore été labellisés et pouvoir en fait voir sur quel appel le modèle en fait était assez peu sûr de sa prédiction. Donc, par exemple, s'il y a eu peu d'exemples d'une catégorie, d'un topic A, il aura du mal à faire une prédiction sur ce topic A et donc il sera assez peu sûr. Et du coup, le modèle va permettre de nous indiquer sur quel appel il est peu sûr. Et c'est ces appels-là qu'on va en priorité faire labelliser par des agents qui, du coup, connaissent très bien les différents topics. On en reparlera aussi un peu plus tard de comment est-ce qu'on a fait ça. Mais ça nous a permis, en fait, nous, d'optimiser notre temps de labellisation et d'optimiser aussi les performances du modèle, puisque du coup, on a labellisé vraiment les appels qui étaient, sur lesquels le modèle avait plus de difficultés. Donc ça, c'est pour la partie topic. Pour la partie sous-topic, donc qui est en fait une granularité plus fine que le topic, on a choisi de partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, de matching en fait de mots-clés. C'est-à-dire qu'au moment de la labellisation, les agents en fait allaient relever les mots spécifiques dans l'appel qui leur permettaient de savoir qu'un appel appartenait à tel ou tel sous-topic. Donc typiquement là dans notre appel, dans notre transcript qui est « Je vous appelle au sujet d'une panne de ma messagerie Outlook », le sous-topic, on sait que c'est dysfonctionnement Outlook. Donc le mot-clé en fait, ça va être messagerie et Outlook. Et en fait, comme ça, on va créer un peu un dictionnaire de mots-clés importants au sein des appels qui vont permettre de matcher du coup après les appels avec des sous-topics. Donc tout ça, c'était pour la partie entraînement de cette première brique. Ensuite, au niveau de l'inférence et du serving,
Du coup, c'est assez simple. On va recevoir un appel, on va y appliquer notre modèle de prédiction de topic qui va permettre donc de déprédire un topic. Et ensuite, grâce aux mots-clés, on va pouvoir trouver le sous-topic qui semble être le plus pertinent pour notre appel. Donc ça, c'était la première brique. Ensuite, on a une brique de classification de satisfaction en fait du client. Donc là, ce qu'on a choisi de faire, c'est plutôt que de développer notre propre modèle, on a choisi d'utiliser des services déjà existants. Donc en l'occurrence, comme on était sur la stack Azure, d'utiliser le service Azure Text Analytics, qui en fait lui-même a un modèle entraîné sur un corpus de texte bien plus important que ce que nous, on aurait pu labelliser et qui va en fait nous permettre qui va nous retourner un sentiment à partir d'un texte qu'on lui aura partagé. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. Il s'avère que nos appels sont assez longs. Donc, il peut y avoir en fait plusieurs sentiments au sein d'un même appel et du coup, ça ne donne pas suffisamment d'informations pour trancher sur le sentiment global de l'appel. Donc, on s'est intéressé finalement en fait à l'évolution du sentiment au cours de l'appel. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des matrices de satisfaction qu'on pouvait réajuster pour chaque helpdesk, où en fait, on va avoir donc en colonne le sentiment détecté sur une petite portion du début de l'appel. Donc, par exemple, sur l'exemple de gauche, on va avoir un appel qui sera, par exemple, en négatif au début, et en ligne, on va trouver le sentiment détecté à la fin de l'appel. Et après, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la variation. Donc, typiquement, sur l'exemple où on commence en négatif et en fait, l'appel se finit en positif, on va dire que le sentiment global de l'appel sera positif. Et ensuite, sur l'exemple de droite, on a l'inverse, où ça commence positif, mais ça finit négatif. Et dans ce cas, on aura un sentiment global négatif. Et donc, on a défini cette matrice donc, pour chacun des cas. Et ça nous permet de trouver un sentiment, d'avoir une seule variable de sentiment pour l'appel et qui caractérise l'évolution en fait du sentiment de l'appel. Et enfin, la troisième brique data science, c'est donc l'analyse des motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Donc pour ça, c'est assez similaire à ce qu'expliquait Vania tout à l'heure. Donc on va avoir des métadonnées sur l'appel. Donc là, typiquement, ça va être la durée de l'appel, le nombre de fois que la personne a été transférée avant d'obtenir un agent au helpdesk et le nombre de réitérations, donc le nombre de fois que la personne avait appelé au préalable. Donc ça, ce sera nos métadonnées d'entrée. On va utiliser ces métadonnées pour essayer de prédire en fait le sentiment de l'appel. Et ensuite, grâce aux valeurs de SHAP, on va en fait, pour chaque appel, être capable de dire quelle métadonnée a en fait contribué à la prédiction du modèle. Donc, est-ce que en fait l'appel a été au global insatisfait parce qu'en fait la personne a attendu, enfin l'appel a duré en fait 10 minutes alors qu'en fait les appels moyens en général durent 5 minutes. Donc ça nous donne une indication que peut-être que les appels plus longs amènent à un sentiment moins bon et on peut faire ça en fait pour chacune des métadonnées. Donc ça, c'était pour les 3 briques data science qui ont été développées. Donc ensuite, pendant la période de prod, ce qui va se faire, c'est qu'on va donc on va classifier tous les appels entrants, classifier donc en topic, sous-topic. Aussi, on va détecter le sentiment et analyser les routes causes. Et ces données seront envoyées du coup tous les jours dans des tables SQL hébergées donc elles aussi sur Azure et qui vont surtout alimenter en fait la web app où donc on pourra avoir chaque jour toutes les informations avec le nombre d'appels de la journée précédente, les catégories, enfin les topics et sous-topics, la satisfaction au sein de chacun des topics et sous-topics, et aussi les causes, les motifs de satisfaction et insatisfaction. Et je vais laisser Gabriel présenter la partie industrialisation. Alors, donc une fois qu'on avait construit notre MVP, l'objectif pour nous, c'était de pouvoir déployer la solution sur de nouveaux helpdesk tout en réduisant le temps nécessaire pour la construire à chaque fois. Donc il faut savoir qu'on avait mis 8 semaines à concevoir la solution pendant le MVP et l'idée c'était de baisser progressivement pour tomber à 2-3 semaines. Donc, comment on a fait en fait, on a cherché à rationaliser chacune des activités menées pendant cette phase de déploiement de l'infrastructure, de l'application, pardon.
Et donc, il y en a 3 principales. La première, donc, c'est le déploiement de l'infrastructure. La seconde, la phase de labellisation et d'entraînement des modèles. Et la dernière, l'adaptation aux spécificités du client. Donc, je vais vous montrer quels sont les éléments qu'on a mis en place pour rationaliser chacune de ces étapes. Donc tout d'abord, sur le déploiement de l'infrastructure, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a automatisé le provisionnement de l'infrastructure en utilisant de l'infrastructure Husky. Donc effectivement, notre application utilisait des ressources Azure. Donc pendant le MVP, on a paramétré donc chacune de ces ressources dans l'interface web donc Azure, ce qui était très pratique puisque c'était un moment où on était encore dans une phase de tâtonnement et on avait besoin d'identifier quelles étaient les meilleures configurations. Mais une fois qu'on l'avait défini, en fait, on a pu utiliser Terraform pour décrire donc notre infrastructure cible sous la forme de code. Et ensuite, donc, on n'avait plus qu'à lancer 2 commandes, Terraform Plan et Terraform Apply, pour provisionner toutes nos ressources sur le cloud. Ça, c'est extrêmement pratique parce que ça nous a permis en fait de provisionner un très grand nombre de ressources de façon très très simple et très rapide. On a utilisé à peu près tous les services possibles et imaginables sur Azure sur cette mission. Et aussi, ça supprimait aussi l'aléa. Parce que en fait, on sait bien que si on doit tout reconfigurer à la main, il y a forcément un paramètre qu'on oublie et donc des bugs à résoudre à chaque fois. Le deuxième élément, c'est qu'on a donc rationalisé les ressources déployées via une architecture en hub and spokes. Alors là, il faut comprendre en fait, faut que vous imaginiez un réseau en étoile. Donc, on avait le hub où on avait vraiment toutes les ressources qui étaient partagées par les différents helpdesk. Donc, je pense notamment au réseau ou encore à MLflow qui nous permettait de traquer la performance de nos modèles sur les différents helpdesk. Et en revanche, on avait un hub par helpdesk et dans ce hub, on avait toutes notamment les données ou les modèles qui étaient spécifiques à chacun des clients et donc on voulait que ce qui soit vraiment bien cloisonné. Voilà, ça c'est pour l'infrastructure. Ensuite, sur la phase de labellisation et d'entraînement, alors là, je vous ai mis le process qu'on suivait pendant le MVP pour labelliser la donnée et il était assez contraignant. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait les transcriptions à labelliser dans une Google Sheet. Ensuite, on avait des agents qui labellisaient sur Google Sheet. Donc, vous imaginez bien que c'est très peu pratique de voir le texte d'un appel dans une cellule Excel. Ensuite, on extrayait et on formatait les données labellisées pour les donner en entrée de notre modèle, sachant que chacune des étapes était effectuée manuellement par le data scientist qui travaillait sur le projet à ce moment-là. Donc, c'est une activité qui était très chronophage. Donc, on a vraiment identifié qu'on pouvait avoir un gros gain de temps si on réussissait à la rendre plus efficace. Et là, donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis à disposition des agents un outil de labellisation qui s'appelle Prodigy. Donc, vous avez une capture d'écran de l'outil ici. Donc, en fait, vous voyez qu'en haut, donc, il y a le texte de l'appel transcrit qui s'affiche. L'agent va pouvoir cliquer, déjà sélectionner un sous-topic et puis cliquer sur les mots qui lui ont fait choisir ce sous-topic-là. Et puis, en bas, vous avez la partie topic. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'il était beaucoup plus ergonomique. Forcément, ça implique un gain de temps. Ensuite, il nous permettait aussi de nous assurer qu'on avait une labellisation de qualité. Vous voyez qu'on a des boutons en bas. Donc on donnait à la possibilité l'agent de confirmer sa labellisation, mais aussi il pouvait refuser en fait une transcription si elle était de qualité médiocre. Aussi, ce qui était intéressant, c'est que on a vraiment cherché à faire gagner du temps aux agents en leur poussant en priorité les appels sur lesquels en fait notre modèle n'était pas encore très confiant. Donc on avait ce que vous voyez au milieu, en fait il y a la prédiction effectuée par le modèle et un score de confiance associé et on allait pousser du coup aux agents en priorité les appels qui avaient un faible score de confiance. Et puis aussi, donc il y avait un suivi de la progression de la labellisation. Donc l'agent pouvait voir combien d'appels il avait labellisé et combien il lui en restait. Et pour que ça fonctionne, il fallait aussi qu'on automatise les flux pendant cette phase d'entraînement. Donc on a construit une pipeline d'entraînement qui était composée en fait de petites sous-pipelines. Donc la première, elle allait récupérer les données à labelliser
de la journée et les formatait pour qu'elles puissent être données en entrée à l'application Prodigy. Et puis, elle allait aussi récupérer les données labellisées par Prodigy la veille pour qu'elles puissent ensuite être données, donc préparées pour l'entraînement du modèle. Et puis, on extrayait aussi le mapping mots-clés et sous-topiques dont parlait Mathilde tout à l'heure. Ensuite, on entraînait notre modèle. Notre modèle de classification était stocké dans MLflow et puis il allait aussi faire les prédictions donc sur les appels à labelliser dans Prodigy avec le score de confiance associé. Voilà. Donc cela étant dit, la dernière phase importante pendant la phase de déploiement, c'était donc l'adaptation aux spécificités du client. Donc vous imaginez bien que par exemple tous les helpdesk n'avaient pas les mêmes topics ou sous-topics. Donc il y avait forcément des adaptations à faire. Et pour répondre à ce besoin, en fait, nous on s'est rapidement rendu compte qu'on allait avoir besoin d'un code source qui soit centralisé, paramétrable et modulaire. L'avantage de la centralisation, c'est que ça nous permet une plus grande maintenabilité. Donc, si on a un correctif à appliquer sur un helpdesk, ou alors si on développe une nouvelle fonctionnalité sur un helpdesk, eh bien, on peut très facilement le répercuter sur l'ensemble du périmètre. La paramétrisation, donc là, l'idée derrière ça, c'était d'avoir effectivement des fichiers de configuration qu'on allait pouvoir donc donner en entrée de notre code source. Et ça simplifie beaucoup le travail d'adaptation qui doit être fait par le data scientist, puisqu'en fait, il a juste à modifier les paramètres en fonction du contexte client sans avoir forcément à aller regarder le détail du code. Enfin, la modularité, cette modularité, là, elle nous permettait en fait d'avoir de la visibilité sur l'ensemble des tâches qu'on devait orchestrer, qui étaient quand même assez nombreuses, et aussi de bien visualiser quelles étaient les interdépendances entre elles. Et donc, pour structurer notre code source, on a utilisé le framework Python Kedro, que les data scientists connaissent peut-être. Alors, l'avantage de Kedro, déjà, c'est que effectivement, il intègre de la paramétrisation dans le sens où vous allez, en fait, on peut définir deux fichiers de configuration en fait par environnement. Donc, dans notre cas, un environnement égale un helpdesk, donc un catalogue de données. D'une part, et également des paramètres, donc en fait une liste de clés valeurs que vous pouvez adapter en fonction de votre contexte. Et le deuxième gros avantage, c'est la modularité. Donc, en fait, Kedro, c'est vraiment construit avec des nœuds et des pipelines. Donc, des nœuds, en fait, c'est tout simplement les méthodes de votre projet. Et les pipelines, c'est des combinaisons de nœuds qui doivent avoir des entrées et des sorties correspondantes. C'est aussi un outil qui est assez pratique à utiliser. Donc en haut, je vous ai mis la ligne de commande qu'on peut utiliser pour lancer une pipeline. Donc vous lancez tout simplement Kedro Run, pipeline, le nom de votre pipeline, l'environnement, et donc dans notre cas, on mettait le nom du helpdesk. Voilà. Je me trompe toujours de sens. Ce qu'on retiendra de ce projet, c'est que la phase d'industrialisation, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Nous, si on a fait une erreur, ça a peut-être été en fait de se lancer un peu tête baissée dans le déploiement de l'application sur le premier helpdesk, sans prendre le temps de la réflexion. Du coup, on s'est retrouvé en fait à préparer l'industrialisation a posteriori et à faire du refacto de ce qu'on avait mis en place auparavant. Voilà. Si c'était à refaire, on ferait certainement autrement. Et c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des premières questions dans la salle? Deux petites questions. Quand on appelle le helpdesk, c'est souvent parce qu'on a un problème. Donc le topic, c'est problème. Et comment ça match avec TF-IDF? Est-ce qu'il y a des problèmes là-dessus? Et la deuxième question, c'est pour les mots qui permettent de taguer un topic ou un sous-topic. Est-ce que vous avez utilisé des techniques type Word2Vec pour essayer de trouver des synonymes de topic ou de sous-topic? Du coup, la première question, c'est au niveau du TF-IDF, c'est ça, avec le problème. On n'a pas
j'ai pas souvenir qu'on ait eu de problématiques particulières au fait d'utiliser le TF-IDF dans ce cas-là. Ça nous donnait de bons résultats, cette vectorisation. Et pour la partie mots-clés, pour le moment, ce qu'on a, enfin, là, la version qu'on a fait, c'était vraiment, on a utilisé les mots-clés tels qu'ils ont été labellisés par les agents, mais on n'a pas utilisé pour le moment de synonymes. On a vraiment utilisé ce que eux ont directement flagué. Mais ça pourrait être effectivement une des prochaines étapes d'utiliser des synonymes ou des modèles en fait un peu plus poussés, quoi. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre question dans le public? Alors, est-ce qu'à distance, on a des questions? On en a plein. Ok, super. Alors, donc, à propos de l'industrialisation, comment gérez-vous le maintien en conditions opérationnelles, fréquence de réentraînement, dérive des données, dérive des modèles? Je pense que ça a soulevé pas mal de questions sur la partie Indus. Du coup, sur tout l'aspect monitoring et data drift, modèle drift. Oui, c'est ça. Ok. Alors, du coup, pour le moment, enfin, effectivement, c'est quelque chose à faire. Qui, pour le moment, il n'y a pas forcément de tracker en fait des performances, enfin, l'évolution des performances du modèle au cours du temps, parce que ça nécessiterait aussi en fait de relabelliser, par exemple, de la donnée de manière, enfin, je sais pas, par exemple, tous les mois pour pouvoir avoir les nouvelles, les performances du modèle dernièrement. C'est pas quelque chose qui a été fait pour le moment avec le client, mais en soi. En fait, la pipeline d'entraînement et la pipeline Prodigy est déjà présente et en fait pourrait être relancée assez facilement en fait pour pouvoir réentraîner comme ça le modèle, je sais pas, par phase tous les mois ou si on détecte que les performances diminuent trop. Mais c'est pas quelque chose qui est fait actuellement en tout cas. Merci. Donc, on a une autre question. Pour l'apprentissage des sentiments aux différentes étapes de l'appel, quelle partie des données utilisez-vous par étape? C'est-à-dire, est-ce que pour le début de l'appel, on prend les X premières secondes ou pas, en fonction aussi de la durée des appels qui sont variables? Alors, j'ai plus le détail exactement, mais c'est soit effectivement X premières secondes ou X premiers mots. Il me semble que c'était plutôt en termes de mots, en l'occurrence, par exemple les 100 ou 200 premiers mots qui étaient pris en compte, mais effectivement c'était ça. Donc c'était le début et la fin de l'appel qui était envoyé en fait au service d'analyse de sentiments et ensuite comparé. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question dans le public? Moi, j'ai plutôt une question sur ton parcours, Gabriel. Je trouve ça très intéressant. Si tu pourrais partager un petit peu comment tu t'es décidé justement de te lancer dans le parcours data et qu'est-ce que tu as fait. Et voilà, si tu peux partager un peu ton expérience pour ceux qui souhaitent faire un peu la même chose, se reconvertir dans la data. Merci, bien sûr. Donc, effectivement, moi, j'ai rejoint Artefact en tant que consultante. Ouais, donc j'ai rejoint Artefact en tant que consultante donc après mes études, hein, c'était mon premier job. Et en fait, assez rapidement, j'ai travaillé sur des missions en tant que product owner. Donc en fait, j'étais en contact direct avec notamment des software engineers et je me suis rendu compte que j'aimais bien comprendre comment les choses fonctionnaient dans le détail. Et en tant que consultante, j'avais l'impression parfois de survoler un peu les sujets. Et voilà. Et j'ai senti aussi que j'avais besoin de concret. En fait, je trouvais ça assez génial de les voir. En fait, à la fin de leur journée, ils avaient développé un algo qui était fonctionnel. Et voilà, ça m'attirait beaucoup. Et du coup, j'ai proposé en fait à Artefact de prendre un congé sans solde de 3 mois. Pour me reconvertir et ensuite réintégrer les équipes, mais cette fois-ci au poste de software engineer. Donc j'ai fait le bootcamp Data Analytics d'Ironac. À l'époque, c'était le seul bootcamp vraiment data qui nous apprenait à coder en Python notamment qui existait. Voilà, moi dans mon métier aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup besoin du cloud. Ça, je l'ai pas du tout appris là-bas, je l'ai appris sur le tas chez Artefact. Et voilà, maintenant, moi, ça fait à peu près 2 ans que j'occupe ce nouveau poste. Non, et la transition, voilà, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été beaucoup soutenue chez Artefact dans cette reconversion. Et voilà,
le message, c'est un peu si vous avez envie, si ça vous attire, lancez-vous. Moi, quand je voyais ce qu'ils faisaient, les Software, j'avais l'impression que c'était un peu de la magie noire. Mais honnêtement, si on s'y met un bon coup, on peut comprendre. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour conclure? Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ces présentations et la grande qualité aussi des présentations. Et merci aussi pour la vulgarisation de ce que vous faites au quotidien, qui n'est pas toujours évident quand on ne travaille pas nous-mêmes avec vous. Donc, un grand bravo aux speakers qui, pour certaines d'entre elles, c'était la première fois qu'elles présentaient en public. Donc, c'est un bel objectif atteint. Donc, pour conclure cette 29e édition du Paris Data Ladies, je vous remercie à nouveau de vous être rendu disponible ce soir, donc à distance ou ce soir ici présent dans les locaux d'Artefact. Pour nous retrouver, c'est notamment via notre page Meetup où vous êtes peut-être inscrite et où vous recevrez la prochaine invitation pour notre prochaine édition qui sera un petit peu particulière cette fois-ci, qui sera donc autour de la data et de l'assurance et qui aura lieu à Rouen. Donc, si jamais vous avez l'occasion de vous déplacer là-bas, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Sinon, bien sûr, on reste en format aussi hybride avec donc un distanciel disponible et un replay également. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous parler aussi ensuite pendant le cocktail, à échanger aussi avec nous sur les réseaux sociaux. On est relativement disponible et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, si vous avez des idées de présentation de sujets, on sera très à l'écoute et on vous proposera aussi de présenter lors d'une prochaine édition. Voilà, donc merci à toutes et à tous et bonne soirée.